Ferme les yeux. Ce soir, avant de t'endormir, tu vas faire un voyage. Pas loin. Pas vers les étoiles, pas vers des pays inconnus. Le voyage de ce soir est plus court que ça, et en même temps, plus extraordinaire que n'importe quel autre que tu aies jamais fait. Ce soir, tu vas voyager à l'intérieur de toi-même. Laisse ton corps s'installer confortablement, sans le contact de ce qui te porte. La pression dans le dos, dans les épaules, dans les jambes. La chaleur de la couverture ou de l'air autour de toi. Tu n'as rien à faire, juste écouter et laisser les images venir. Prends une respiration lente. Maintenant, imagine. Imagine qu'il existe, quelque part, une machine. Elle est posée sur une table dans un laboratoire silencieux, éclairé d'une lumière douce et bleue. Un laboratoire de nuit, calme, où les seuls bruits sont le bourdonnement léger des équipements et le souffle de la climatisation. Sur les étagères, des manuels d'anatomie, des modèles en plastique de cellules, des bocaux remplis de solutions aux couleurs de l'ambre. Au centre de la pièce, la machine. Elle a l'air simple depuis l'extérieur, une capsule transparente, assez grande pour qu'une personne puisse s'y allonger. Elle est reliée à des écrans qui affichent des chiffres en cascade, des constantes physiques, des paramètres de champs moléculaires, des coordonnées quantiques qui ne ressemblent à rien de familier. Des LED bleus clignotent doucement et régulièrement sur les parois, comme un cœur qui bat. Cette machine fait quelque chose d'impossible. Elle peut te rapetisser. Pas de façon douloureuse. Pas de façon inquiétante. Doucement, progressivement, comme si l'espace entre tes atomes se resserrait, comme si tu te repliais vers ton propre centre. La machine ralentit tout en même temps qu'elle réduit. Elle te donne le temps de voir chaque nouvelle échelle avant de passer à la suivante. Elle te protège des effets que la physique devrait normalement infliger à cette taille. Elle maintient autour de toi un espace à ton échelle, comme une bulle transparente qui t'isole du monde de la cellule tout en te permettant de le voir. Ce soir, tu vas te glisser dans cette capsule. Tu vas t'allonger. Tu vas fermer les yeux, comme tu les fermes en ce moment. Et tu vas laisser la machine faire son travail. Prends une dernière grande inspiration à ta taille normale. L'air entre. L'air sort. Et le voyage commence. Le premier changement est presque imperceptible. Le sol sous tes pieds semble légèrement plus loin. Le plafond, un peu plus haut. Les objets autour de toi paraissent avoir gagné quelques centimètres. Puis quelques dizaines. Puis plusieurs mètres. Tu rapetisses. Lentement d'abord. Tu passes de ta taille normale à celle d'un enfant. Les tables du laboratoire t'arrivent maintenant aux épaules. Puis tu passes à la taille d'un jouet, et les pieds des chaises deviennent des colonnes d'acier, et les prises électriques ressemblent à des fenêtres d'immeubles. Puis tu continues. Tu arrives à la taille d'un insecte. À cette échelle, le sol qui semblait lisse depuis là-haut révèle une texture extraordinaire. Chaque grain de poussière est un rocher. Chaque fibre du tissu sur lequel repose la machine est un câble épais comme ton bras. Les objets familiers sont devenus des architectures monumentales dont tu ne vois plus que la base. Et l'air lui-même commence à changer. À la taille d'un insecte, les molécules d'air ne sont pas encore visibles, elles sont encore trop petites. Mais tu commences à sentir leur agitation thermique comme une brise légère et chaotique, venant de toutes les directions à la fois. Pas de vent orienté, juste le mouvement perpétuel des atomes, leur chaleur qui se manifeste comme des chocs imperceptibles. Tu continues à rapetisser. Tu arrives à la taille d'un grain de pollen, quelques dizaines de micromètres. L'air autour de toi est maintenant une présence physique, presque visqueuse. Les molécules d'eau, d'azote, d'oxygène te frôlent comme des fantômes encore trop petits pour être vus, mais présents, agités, partout. Et là, tu sens quelque chose d'autre. Quelque chose de chaud. Une présence immense, d'un rose orangé, qui s'étend à perte de vue dans toutes les directions. Vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, un paysage qui remplace l'horizon. Ta propre peau. Vue depuis cette échelle, elle n'est plus une surface lisse. C'est un monde. Mais avant d'y entrer, prends un instant à cette taille et regarde le ciel. À la taille d'un grain de pollen, le ciel au-dessus de toi n'est pas bleu, il est traversé de particules. Des grains de poussière immenses, chacun fait de fragments de peau morte,
de fibres textiles, de spores de champignons, de cristaux de sel marin séchés, de fragments de roches broyés par le vent. Ces particules dérivent lentement dans les courants d'air thermique comme des continents flottants. Et les molécules d'air, toujours trop petites pour être vues directement, se manifestent maintenant comme une agitation constante de tout ce qui est visible. Les grains de poussière ne sont pas immobiles, ils vibrent, bougent par petits sauts irréguliers, frappés en permanence par des molécules d'azote et d'oxygène invisibles. C'est le mouvement brownien, ce phénomène que l'Écossais Robert Brown a observé au microscope en 1827 en regardant des grains de pollen dans l'eau, sans comprendre d'où venait cette danse perpétuelle. On sait maintenant que c'est le signe de la chaleur elle-même, l'agitation thermique des molécules, leur cinétique perpétuelle qui ne s'arrête qu'au zéro absolu. Il fait chaud au-dessus de la peau. La peau rayonne de la chaleur en permanence, de l'infrarouge invisible qui transporte l'énergie du métabolisme vers l'environnement. La température de surface de la peau est en permanence légèrement inférieure à la température corporelle interne, environ 32 ou 33 degrés selon l'endroit et les conditions. Cette différence de quelques degrés permet à la chaleur de rayonner vers l'extérieur, régulant la température intérieure sans qu'on ait à y penser. Tu es un radiateur. Un radiateur qui régule sa propre température avec une précision que nos systèmes de chauffage les plus sophistiqués ne peuvent pas égaler. Depuis un grain de pollen, ta peau ressemble à une plaine aride et monumentale. Elle est composée de couches de cellules, les kératinocytes, qui se chevauchent comme des tuiles sur un toit ancien, chacune légèrement imbriquée dans sa voisine. En surface, ces cellules sont mortes. Elles ont perdu leur noyau il y a plusieurs semaines, perdu leurs organites, et se sont remplies d'une protéine dure et résistante qu'on appelle la kératine. Elles forment un blindage, une armure biologique. Ces cellules mortes de surface sont plates, translucides, légèrement dorées quand la lumière les traverse obliquement. Leurs bords sont légèrement soulevés, comme des pétales asséchés que le vent aurait retroussés. Entre elles, une substance lipidique, des céramides, des acides gras, du cholestérol, colmatent les jonctions, rendant la surface imperméable à l'eau et aux agents pathogènes. Tu te promènes sur cette surface comme sur un plateau de pierre poli par des siècles de vent. La texture varie selon les endroits. Certaines zones sont lisses, d'autres plus rugueuses selon l'épaisseur de la couche cornée. Sous la plante des pieds, là où la pression est constante, la couche de cellules mortes est beaucoup plus épaisse que sous les paupières, où la peau est fine comme du papier de soie. Le corps calibre l'épaisseur de sa propre protection selon les besoins de chaque zone. Si tu t'accroupis et que tu regardes de très près une seule kératinocyte morte, tu vois qu'elle n'est pas uniformément plate. Sa surface est légèrement ondulée, parcourue de microstructures, des nanoreliefs que la cellule a créés en mourant, et qui augmentent légèrement la surface de contact avec les cellules voisines pour renforcer la cohésion de la couche cornée. La biologie optimise jusqu'aux détails que personne ne voit. À intervalles réguliers, tu passes au-dessus de pores, des ouvertures circulaires qui descendent profondément dans la peau, comme des puits dans une plaine. De là où tu te trouves, un pore ressemble à un gouffre immense dont les parois sont tapissées de cellules vivantes et luisantes. Une légère chaleur monte du fond. Et parfois, de ce fond, une gouttelette de sébum, une graisse naturelle produite par la glande sébacée, remonte lentement vers la surface, comme une source d'huile dorée. Il y a aussi des poils. Même sur les endroits de la peau qui semblent parfaitement glabres à l'œil nu, il y a des poils fins, un duvet presque invisible à l'échelle humaine. De ta taille actuelle, un simple duvet est une colonne monumentale qui s'élève à des dizaines de fois ta hauteur, légèrement inclinée, translucide à la base, opaque et dorée vers le bout. Sa base plonge dans la peau à travers un canal profond, le follicule pileux, autour duquel s'enroule un muscle arrecteur du poil, capable de faire se dresser le poil quand le corps a froid ou peur. Et si tu regardes avec attention, tu vois quelque chose qui te surprend. Des petits êtres vivent ici. Des acariens microscopiques, les démodex, habitent les follicules pileux de presque tous les visages humains adultes. Ils sont inoffensifs dans la plupart des cas. Ils se nourrissent de cellules mortes et de sébum. Ils mesurent environ 300 micromètres, ce qui, de ta taille actuelle, en fait des créatures imposantes, à 8 pattes, qui se déplacent très lentement dans l'obscurité des follicules. Le jour, ils restent cachés dans les pores.
La nuit, ils se déplacent sur la surface de la peau. Cette peau que tu touches chaque jour n'est pas une surface morte et passive. C'est un écosystème entier. Une frontière vivante. Et tu vas maintenant passer à travers. La machine te rapetisse encore. Tu passes maintenant à travers la surface de la peau, entre les cellules mortes, dans les espaces intercellulaires minuscules que la cire lipidique n'a pas complètement colmatés. C'est un passage difficile, étroit, sinueux. Et puis tu émerges dans l'épiderme vivant. Le monde change. Les kératinocytes vivants, vus de l'intérieur, sont des volumes immenses, gorgés d'eau et d'organites. Leurs membranes sont translucides, légèrement irisées, traversées de filaments de kératine qui s'organisent en réseaux complexes. Des protéines de jonction, les démosomes, soudent les cellules voisines ensemble, comme des rivets microscopiques qui maintiennent la structure. En surface de l'épiderme, les cellules étaient mortes et aplaties. Plus profond, elles sont vivantes, cubiques, actives. Tu descends encore, et les cellules changent de forme, deviennent plus grandes, plus actives, plus jeunes. Au fond de l'épiderme, dans la couche basale, des cellules souches se divisent en permanence, produisant de nouvelles kératinocytes qui remonteront progressivement vers la surface au cours des semaines suivantes. Elles monteront en mourant lentement, se vidant de leur contenu, se remplissant de kératine, pour finir par desquamer en surface. Ta peau se renouvelle entièrement toutes les 3 à 4 semaines. La peau que tu avais au début du mois n'est plus là. Quelques kératinocytes spécialisés attirent ton attention dans cette couche basale. Les mélanocytes, des cellules en forme d'étoile dont les longs prolongements s'étendent entre les kératinocytes voisines. Ce sont elles qui fabriquent la mélanine, le pigment qui donne à la peau sa couleur et qui absorbe les rayons ultraviolets du soleil pour protéger l'ADN des cellules sous-jacentes. Vus de près, les mélanocytes ressemblent à des pieuvres, leur corps central et leurs bras étendus injectant des granules de mélanine dans les kératinocytes voisines. Tu traverses maintenant la membrane basale, une fine couche de protéines structurales, laminine et collagène de type 4, qui sépare l'épiderme du derme, et tu entres dans un territoire nouveau. Le derme. C'est plus épais, plus dense. Il est composé de fibres de collagène et d'élastine entrelacées en un réseau serré, rouge sombre, élastique. Le collagène du derme est une protéine en triple hélice, 3 chaînes de polypeptides enroulées ensemble comme un câble à 3 brins. Des millions de ces câbles s'assemblent en fibrilles, les fibrilles en fibres, les fibres en faisceaux épais. C'est lui qui donne à la peau sa résistance et sa structure. L'élastine est le partenaire souple du collagène, une protéine en ressort qui permet à la peau de s'étirer et de revenir à sa forme originale. Et dans cet enchevêtrement de fibres, tu aperçois quelque chose qui brille doucement. Un vaisseau. Une fine paroi translucide, légèrement rose, qui palpite à un rythme régulier. Un capillaire sanguin. Tu t'en approches lentement. Le capillaire est à peine plus large que quelques globules rouges de diamètre. Sa paroi est formée d'une seule couche de cellules, les cellules endothéliales, posées côte à côte comme des dalles sur un plancher courbe. Leurs bords se soudent ensemble par des protéines de jonction serrées. De l'extérieur, le vaisseau ressemble à un tube de verre dont les parois sont vivantes et translucides. On voit à travers, les globules rouges qui passent projettent une ombre rouge sombre. Tu attends qu'un globule rouge passe, et tu te glisses dans son sillage. À l'intérieur du capillaire, le courant est lent et pulsé. Les globules rouges sont extraordinaires vus de près. Ils n'ont pas de noyau. Les globules rouges sont les seules cellules du corps humain adulte à avoir expulsé leur noyau pendant leur maturation, pour faire plus de place à l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène. Ils sont biconcaves, comme 2 assiettes creuses collées face à face. Cette forme augmente leur surface de contact et leur permet de se déformer sans se briser dans les capillaires les plus étroits, en se pliant légèrement sur elles-mêmes comme un chapeau souple qui passe dans un passage bas. Leur couleur. Vue de l'extérieur, le sang est rouge sombre. Mais de l'intérieur, chaque globule rouge qui transporte de l'oxygène brille d'un rouge intense et lumineux. Et quand il a cédé son oxygène au tissu, il prend une teinte bordeaux plus profonde, presque violette. C'est l'hémoglobine qui crée cette couleur. Une protéine en forme de pelote, 4 sous-unités protéiques, chacune contenant un groupement M,
et au centre de chaque M, un atome de fer. Un seul atome de fer au cœur de toute cette machinerie protéique. Et c'est cet atome de fer, forgé dans une étoile qui a explosé avant la naissance du Soleil, qui capture une molécule d'oxygène et la transporte jusqu'aux cellules qui en ont besoin. Ton sang transporte l'oxygène grâce à du fer stellaire. Et ce fer, dans l'hémoglobine, n'est pas seul. Chaque globule rouge contient environ 270 millions de molécules d'hémoglobine. 270 millions. Chacune avec 4 atomes de fer. Un globule rouge peut donc transporter plus d'1 milliard de molécules d'oxygène en même temps. Et dans ton sang, il y a environ 25 000 milliards de globules rouges. 25 000 milliards. Chacun faisant plusieurs fois le tour du corps chaque minute. Le simple fait que tu respires est une logistique d'une ampleur cosmique. Tu dérives dans le courant en observant tout ça. Dans le plasma qui t'entoure, ce liquide jaunâtre et légèrement visqueux où baignent les cellules sanguines, il y a des milliers de molécules différentes. Des anticorps, des protéines en forme de Y qui reconnaissent et neutralisent les pathogènes. Des facteurs de coagulation qui se déclencheront si jamais une paroi se brise. Des hormones venues d'organes lointains, transportant leurs messages chimiques. Des nutriments absorbés dans l'intestin des heures plus tôt. Des déchets en route vers les reins. La glycémie, les électrolytes, les enzymes, tout ça flotte dans ce courant. Le sang n'est pas juste du transport. C'est la communication de l'organisme entier. Un globule blanc, un leucocyte, bien plus grand qu'un globule rouge, dérive à côté de toi. Il est presque sphérique, légèrement translucide, avec un noyau visible en son centre. Les globules blancs patrouillent en permanence dans le sang, à la recherche de menaces. Quand ils en détectent une bactérie, un virus, une cellule anormale, ils s'arrêtent, s'attachent à la paroi du vaisseau, se glissent entre les cellules endothéliales et pénètrent dans les tissus pour traquer l'intrus. Ce globule blanc n'a rien à traquer ce soir. Il dérive paisiblement, en patrouille. Il y a plusieurs types de leucocytes, et chacun a son rôle dans la défense. Les neutrophiles sont les soldats de première ligne, ils arrivent les premiers sur les sites d'infection et dévorent les bactéries par phagocytose. Les lymphocytes B fabriquent les anticorps, ces protéines en forme de Y qui reconnaissent spécifiquement les antigènes étrangers et les marquent pour destruction. Les lymphocytes coordonnent la réponse immunitaire et peuvent tuer directement les cellules infectées par des virus ou les cellules cancéreuses. Ton système immunitaire est en ce moment en train de patrouiller dans ton sang, dans tes ganglions, dans tes tissus. Pas parce qu'il y a une menace, mais parce qu'il ne s'arrête jamais. Il surveille 24 heures sur 24. C'est une armée qui ne dort pas. Et les plaquettes, les petits fragments cellulaires sans noyau qui dérivent dans le courant, sont les réparatrices d'urgence. Si jamais la paroi d'un vaisseau se rompt, les plaquettes s'activent en quelques secondes. Elles changent de forme, de disques plats elles deviennent des sphères hérissées de pseudopodes. Elles s'agrègent. Elles libèrent des molécules de signalisation qui attirent d'autres plaquettes. En quelques minutes, un bouchon plaquettaire se forme pour stopper le saignement. Elles attendent, ce soir, sans rien à faire. Two continues ta route. Le courant te porte dans des vaisseaux de plus en plus larges. Le capillaire rejoint une vénule. La vénule rejoint une veine. Les parois s'épaississent, des couches musculaires lisses se superposent autour des cellules endothéliales, et la lumière s'agrandit. Tu n'es plus dans un passage étroit mais dans un fleuve. Le sang veineux qui t'entoure est sombre. Il revient de tout le corps, des muscles des jambes, des bras, de la peau, ayant cédé son oxygène aux cellules, ayant ramassé le dioxyde de carbone qu'elles ont produit. Il est épuisé d'une certaine façon, chargé de déchets, en route vers les poumons pour être rechargé. Et tu entends quelque chose. Un bruit sourd et régulier, de plus en plus fort à mesure que le courant t'emporte. Un battement, puis un autre, et encore un. Le cœur. Vu de ta taille actuelle, le cœur est un bâtiment. Gros comme un poing d'adulte à l'échelle normale, mais de l'intérieur, quand tu n'es qu'une fraction de millimètre, c'est une cathédrale de muscles. Ses parois sont composées d'un tissu unique, le myocarde, un muscle strié cardiaque qui ne ressemble à aucun autre muscle du corps. Ces cellules, les cardiomyocytes, sont branchées les unes aux autres par des structures spéciales,
les disques intercalaires, qui les font fonctionner comme une seule unité électrique synchronisée. Quand un signal électrique traverse le cœur, toutes les cellules se contractent ensemble, en une vague coordonnée qui dure environ 3 centièmes de seconde. Le cœur ne peut pas se fatiguer. Ces cardiomyocytes ont une densité de mitochondries extraordinaire, bien plus que les muscles squelettiques de tes bras ou de tes jambes. Ces mitochondries travaillent en continu, sans jamais s'arrêter. Elles ne connaissent pas le repos. Depuis le 22e jour après la conception jusqu'à maintenant, elles n'ont jamais cessé. Le rythme du cœur est contrôlé par son propre système électrique interne, le système de conduction. Dans l'oreillette droite, un groupe de cellules spécialisées, le nœud sinusal, génère spontanément un signal électrique à intervalles réguliers. C'est le pacemaker naturel du cœur. Ce signal se propage dans les oreillettes, les fait se contracter, puis arrive au nœud auriculo-ventriculaire, un relais qui introduit un léger délai avant de transmettre le signal au ventricule. Ce délai est précieux. Il donne aux oreillettes le temps de se vider complètement avant que les ventricules ne se contractent. Puis le signal descend dans le faisceau de Tachiès, se divise en branches droite et gauche, et se distribue dans tout le myocarde ventriculaire via les fibres de Purkinje, des fibres spécialisées qui conduisent le signal très rapidement pour que toutes les cellules des ventricules se contractent presque simultanément. Ce système électrique est autonome. Il bat même si on coupe tous les nerfs du cœur. C'est lui qui maintient le rythme depuis le 22e jour de ta vie fœtale, et ce soir, pendant que tu dors, il ralentira légèrement, mais il ne s'arrêtera pas. Le courant t'emporte dans l'oreillette droite. La chambre est vaste depuis ta taille. Les parois sont d'un rouge brun profond, légèrement ridées, recouvertes de petites colonnes musculaires en relief, les muscles pectinés, qui ressemblent à des nervures de feuilles d'automne. Le sang qui t'entoure est sombre, désoxygéné, revenant de partout dans le corps. Une valve s'ouvre. La valve tricuspide, 3 feuillets de tissu conjonctif fin et translucide, comme des pétales d'une fleur de porcelaine. Ces feuillets s'écartent quand la pression monte dans l'oreillette, laissant passer le sang vers le ventricule droit. Quand le ventricule se contracte, les feuillets se ferment hermétiquement, empêchant tout reflux. Des fils tendineux, les cordages tendineux, relient les feuillets aux parois du ventricule comme des haubans, les empêchant de se retourner. Tu passes à travers. Dans le ventricule droit, les parois sont épaisses et musclées. La contraction approche. Tu peux presque sentir la tension dans les fibres musculaires, comme avant un saut. Une pression monte. La valve pulmonaire s'ouvre. Et tu es expulsé. L'artère pulmonaire te prend en charge. Un tube épais et élastique qui se divise rapidement, artère pulmonaire gauche et droite, puis artère lobaire, puis artère segmentaire, puis des vaisseaux de plus en plus étroits, jusqu'au capillaire pulmonaire. Et tu arrives aux alvéoles. Vue de ta taille, une alvéole pulmonaire est une chambre sphérique d'une beauté fragile. Ses parois sont presque translucides, d'une finesse à peine imaginable. 2 couches de cellules seulement séparent l'air de l'alvéole du sang du capillaire. 2 couches de cellules. Moins d'1 micromètre d'épaisseur en tout. C'est pour ça que les échanges gazeux sont si efficaces. Les cellules qui forment la paroi alvéolaire, les pneumocytes, sont de 2 types. Les pneumocytes de type 1 sont ultra plats, étalés comme des flaques sur le sol d'une cuisine, couvrant la grande majorité de la surface. Les pneumocytes de type 2 sont plus ronds, et produisent le surfactant, un mélange de lipides et de protéines qui recouvre la paroi alvéolaire d'une couche fine et empêche l'alvéole de s'affaisser sur elle-même à chaque expiration. Sans surfactant, l'alvéole collerait à elle-même et ne pourrait plus se rouvrir. Le surfactant est un des secrets de la respiration. Les prématurés nés avant 32 semaines n'ont pas encore de surfactant fonctionnel. Leurs alvéoles s'affaissent à chaque expiration et ne peuvent se rouvrir qu'au prix d'un effort intense. C'est la maladie des membranes hyalines, l'une des complications les plus dangereuses de la prématurité. Les surfactants synthétiques administrés en soins intensifs néonataux imitent le travail de ces pneumocytes de type 2, et ils sauvent des vies. Cette molécule, que chacun d'entre nous produit en silence dans ses alvéoles, est assez importante pour que son absence soit mortelle. Et à travers cette paroi, l'échange se produit. De l'oxygène, que tu as inspiré, que ta cage thoracique a pompé dans tes bronches,
que les bronchioles ont distribuées jusqu'aux alvéoles, traverse les 2 couches de cellules par diffusion simple. Il passe du côté où il est concentré, dans l'air alvéolaire, vers le côté où il est rare, dans le sang. Pas de pompe. Pas d'énergie dépensée. Juste un équilibre de concentration qui se cherche, comme l'eau qui cherche son niveau. En même temps, le dioxyde de carbone diffuse en sens inverse. Du sang vers l'air alvéolaire. Et à ta prochaine expiration, il quittera ton corps. Tu regardes un globule rouge passer dans le capillaire juste à côté de toi. En quelques dixièmes de seconde, ces 4 molécules d'hémoglobine captent chacune 4 nouvelles molécules d'oxygène. Sa couleur change, du bordeaux profond au rouge vif et lumineux. C'est ça, respirer. Ça se passe ici, maintenant, dans tes poumons, pendant que tu écoutes ces mots. Avant de suivre le sang oxygéné vers le cœur, tu prends un détour. Il y a un endroit dans le corps que tu n'as pas encore visité, et qui mérite un arrêt. L'intestin grêle. Dans l'artère mésentérique, qui irrigue l'intestin depuis l'aorte, tu te laisses porter vers cet organe tubulaire de 7 à 8 mètres de long, replié dans la cavité abdominale en boucle et spirale. L'intestin grêle est l'endroit où la digestion est accomplie, où les nutriments issus de la nourriture passent dans le sang. Tu arrives dans les capillaires de la muqueuse intestinale. Vue depuis l'intérieur des capillaires, la paroi de l'intestin grêle est un paysage stupéfiant. Elle est couverte de replis, les villosités intestinales, qui ressemblent, de ta taille, à une forêt de doigts géants, chacun de quelques millimètres de haut à l'échelle normale. Ces villosités augmentent la surface d'absorption de l'intestin d'un facteur d'environ 10. Et sur chaque villosité, les cellules épithéliales, les entérocytes, sont elles-mêmes couvertes de microvillosités, appelées la bordure en brosse, qui multiplient encore la surface par 20. Au total, la surface d'absorption de l'intestin grêle est d'environ 200 mètres carrés, l'équivalent d'un terrain de tennis. 200 mètres carrés, repliés dans ton ventre. Les entérocytes sont des cellules très actives. Elles absorbent les acides aminés issus de la digestion des protéines par des transporteurs spécifiques dans leurs membranes. Elles absorbent les monosaccharides, glucose, fructose, par d'autres transporteurs. Les vitamines hydrosolubles traversent facilement. Les graisses sont plus complexes. Elles sont d'abord émulsifiées par la bile, digérées en acides gras et monoglycérides, puis réassemblées à l'intérieur des entérocytes en triglycérides, emballées dans des lipoprotéines et envoyées dans les vaisseaux lymphatiques, non pas directement dans le sang, mais dans la lymphe, qui rejoint la circulation sanguine plus loin. Ce que tu as mangé ce soir est en ce moment en train de franchir ces parois. Les molécules que tu as avalées, découpées en fragments par les enzymes de la salive, de l'estomac, du pancréas, traversent ces 200 mètres carrés de membrane. Elles entrent dans ton sang. Elles vont être distribuées à toutes tes cellules, brûlées par tes mitochondries, incorporées dans tes protéines, stockées dans tes réserves. La nourriture devient toi. L'entainment. Molécule par molécule. Entérocyte par entérocyte. En ce moment. Et dans cet intestin, tu remarques quelque chose d'étrange. Des bactéries. Des milliards de bactéries vivent dans ton tube digestif, en particulier dans le gros intestin, juste après l'intestin grêle. On en compte environ 38 000 milliards, un nombre comparable au nombre de cellules humaines de tout ton corps. Ces bactéries ne sont pas des ennemis. Elles sont des partenaires évolutifs anciens, installés depuis des millions d'années dans nos intestins. Elles fermentent les fibres alimentaires que nos propres enzymes ne peuvent pas digérer, produisant des acides gras à chaîne courte, le butyrate, le propionate, l'acétate, qui nourrissent les cellules de la paroi intestinale et qui ont des effets positifs sur la santé métabolique. Elles produisent des vitamines, la vitamine K, certaines vitamines B. Elles forment un écran contre les pathogènes en occupant les niches où des bactéries dangereuses pourraient s'installer. Elles communiquent avec ton cerveau via le nerf vague, la grande autoroute nerveuse qui relie le cerveau à la quasi-totalité des organes abdominaux. Les chercheurs parlent d'axe intestin-cerveau. Certaines molécules produites par les bactéries intestinales influencent la production de sérotonine, le neurotransmetteur de l'humeur, dont 90% est produit dans l'intestin et non dans le cerveau. Ton humeur est partiellement façonnée par tes bactéries. Cette flore microbienne,
le microbiome intestinal, est aussi unique que ton empreinte digitale. Elle a été colonisée à ta naissance, modifiée par ce que tu as mangé, par les antibiotiques que tu as pris, par les stress que tu as traversés. Elle est toi, dans un certain sens, une extension de ton identité biologique. Tu laisses ce monde invisible poursuivre son travail, et tu reprends le courant. Prends une pause dans le voyage. Laisse le courant te porter doucement, sans chercher à regarder quoi que ce soit en particulier. Juste dériver. Dans le rouge du sang, dans la chaleur du corps, dans ce mouvement perpétuel et silencieux. Pense à la distance parcourue depuis le début. Depuis la peau jusqu'au capillaire du derme. Du capillaire jusqu'au cœur. Du cœur aux poumons. Des poumons de retour au cœur. Du cœur vers l'aorte, vers les artères carotides, vers le cerveau. Dans les capillaires cérébraux, dans le tissu neural, dans un neurone, dans son noyau, au bord de l'ADN. Puis l'intestin, le microbiome. Et maintenant, en route vers le cœur. Tout ça, dans un corps humain. Ce corps qui repose là, qui paraît immobile de l'extérieur, et qui à l'intérieur est une ville de 10 000 quartiers, tous actifs, tous connectés, tous travaillant en harmonie. Il n'y a pas de chef d'orchestre visible. Pas de cerveau central qui donne des ordres à chaque cellule. Chaque cellule reçoit des signaux de ses voisines, de son environnement chimique, de son propre état interne, et elle répond. Elle fait sa part. Et de ces milliards de réponses individuelles émergent des comportements globaux d'une cohérence stupéfiante. C'est de l'auto-organisation. La même force qui fait se former les flocons de neige, les spirales des galaxies, les cercles des bancs de poissons, cette tendance de la matière à s'organiser en structures complexes sans directeur central, elle est à l'œuvre ici, dans chaque tissu, dans chaque organe. Tu n'es pas contrôlé. Tu es organisé. Il y a une différence profonde. Veine pulmonaire, oreillette gauche, et de nouveau le cœur. Cette fois, le sang est rouge vif, plein d'oxygène, prêt à nourrir chaque cellule du corps. Le ventricule gauche reçoit ce sang avec une solennité particulière. Ses parois sont presque 3 fois plus épaisses que celles du ventricule droit. C'est lui qui va propulser le sang dans le grand circuit, cerveau, foie, reins, muscles, peau, contre toute la résistance du réseau artériel. La contraction du ventricule gauche développe une pression d'environ 120 mm de mercure, assez pour projeter le sang à 1 mètre de haut si l'aorte était sectionnée. La valve aortique s'ouvre. Et tu es projeté dans l'aorte. L'aorte est une architecture colossale. Un tube d'environ 2,5 cm de diamètre, de ta taille, un tunnel immense. Ses parois sont épaisses et élastiques, des couches de fibres élastiques et de cellules musculaires lisses, et à chaque battement, elles se distendent légèrement pour absorber le choc de pression, puis se contractent en libérant cette énergie stockée, maintenant en flux sanguin continu entre les battements. Tu choisis une bifurcation vers le haut, vers la tête, vers le cerveau. Les artères carotides montent de chaque côté du cou. Tu prends la carotide interne, qui monte vers le crâne. Le voyage est bref. Elle passe dans un canal osseux dans la base du crâne, et de l'autre côté, quelque chose change dans ce qui t'entoure. Le cerveau consomme 20% de toute l'énergie du corps, pour un organe qui représente à peine 2% de sa masse. Cette consommation intense génère une légère chaleur perceptible, et l'irrigation sanguine ici est plus dense que partout ailleurs. Les vaisseaux se ramifient à une densité extraordinaire, à certains endroits du cortex. Chaque neurone se trouve à moins de 40 micromètres d'un capillaire. Les vaisseaux continuent de se ramifier. Et les parois des capillaires cérébraux changent, leurs cellules endothéliales sont soudées bien plus hermétiquement que dans le reste du corps. C'est la barrière hémato-encéphalique. Elle filtre ce qui peut entrer dans le cerveau avec une sévérité extraordinaire. Les substances hydrophiles ne peuvent pas traverser librement, elles ont besoin de transporteurs spécifiques. Le cerveau contrôle son propre approvisionnement. Tu arrives aux capillaires les plus fins. Et à travers leurs parois translucides, tu aperçois pour la première fois, dans le tissu au-delà, les neurones. Vus depuis l'extérieur d'un capillaire cérébral, les neurones ressemblent à des arbres. Des arbres dont les branches s'étendraient dans toutes les directions,
les dendrites, ces prolongements qui reçoivent les signaux des autres neurones. De leur tronc part une longue extension, l'axone, qui peut mesurer quelques millimètres ou plusieurs centimètres, enveloppée dans une gaine blanche isolante, la myéline, qui accélère la propagation du signal électrique. La machine te rapetisse encore. Tu passes maintenant à travers la paroi du capillaire et tu entres dans le tissu cérébral lui-même. Le milieu change. Il n'y a plus de courant sanguin, juste un espace interstitiel traversé de fibres, d'axones, de cellules gliales. Les cellules gliales sont plus nombreuses que les neurones dans certaines régions du cerveau. Elles soutiennent, nourrissent, protègent. Les astrocytes, en forme d'étoile, leurs prolongements s'étendent dans toutes les directions, enveloppent chaque synapse de leur bras fin, régulant les neurotransmetteurs, recyclant ce qui a été libéré, maintenant l'équilibre chimique de l'espace extracellulaire. Les oligodendrocytes fabriquent la myéline qui enveloppe les axones. La microglie est le système immunitaire du cerveau, de petites cellules qui patrouillent, dévorent les débris et signalent les inflammations. Tu t'approches d'un neurone. De près, son corps cellulaire, le soma, est sphérique, d'environ 20 micromètres de diamètre. Depuis lui rayonnent les dendrites, ramifiées et re-ramifiées comme les branches d'un arbre en hiver, couvertes de petites épines, les épines dendritiques, qui sont les sites de contact avec les autres neurones. Un seul neurone peut recevoir jusqu'à 100 000 connexions synaptiques. 100 000 trace difference. Et il intègre tous ces signaux, les pèse, les additionne, et décide si, oui ou non, il va envoyer un signal lui-même vers d'autres neurones. C'est ce qu'on appelle l'intégration neuronale. Les signaux excitateurs et inhibiteurs arrivent en permanence, certains depuis des régions proches du soma, d'autres depuis des dendrites lointaines. Certains signaux durent des millisecondes, d'autres peuvent durer des secondes. Le neurone les somme dans le temps et dans l'espace. Si la somme dépasse un seuil, le seuil d'excitabilité, le neurone tire un potentiel d'action. Si la somme reste en dessous, il ne tire pas. C'est un vote permanent. Des dizaines de milliers d'entrées qui votent, à chaque instant, pour ou contre l'activation du neurone. Et des milliards de ces votes se tiennent en même temps dans ton cerveau, créant des cascades d'activités qui voyagent dans des circuits, des réseaux de neurones connectés qui s'activent ensemble selon des motifs appris par l'expérience. La mémoire, c'est ça. Quand deux neurones s'activent ensemble de façon répétée, leur connexion synaptique se renforce, la synapse entre eux devient plus efficace. C'est la loi de Hebb, formulée en 1949. Les neurones qui s'activent ensemble se câblent ensemble. Apprendre, c'est modifier physiquement des synapses. Se souvenir, c'est réactiver des motifs qui ont été gravés dans ces connexions. Ce que tu as vécu aujourd'hui, les conversations, les images, les sensations, est en train de se graver dans tes synapses pendant cette nuit. Les connexions qui représentent ce qui était important se renforcent. Celles qui représentent ce qui était bruit s'affaiblissent. Ce soir, en dormant, tu sculptes ton cerveau. Tu t'installes près d'une synapse pour la regarder. La synapse ressemble à un bouton, la terminaison d'un axone venu d'ailleurs, collé contre une épine dendritique. Entre les deux membranes, il y a un espace infime, la fente synaptique, d'environ 20 nanomètres de large. Dans ce bouton, des vésicules, de petites sphères de membrane remplies de neurotransmetteurs, attendent un signal électrique. Le signal arrive. Une onde d'excitation électrique remonte le long de l'axone. Elle est produite par l'ouverture et la fermeture en cascade de canaux ioniques dans la membrane, des protéines en forme de portillon qui laissent entrer des ions sodium, créant une inversion de charge électrique qui se propage à des dizaines de mètres par seconde. Le potentiel d'action. Quand cette vague arrive à la terminaison synaptique, elle déclenche l'ouverture de canaux calciques. Des ions calcium entrent. Ils se lient aux protéines d'amarrage des vésicules. Les vésicules fusionnent avec la membrane et libèrent leur contenu dans la fente synaptique. Des milliers de molécules de neurotransmetteurs se répandent dans cet espace de 20 nanomètres. Elles traversent en quelques millisecondes et se lient à des récepteurs sur la membrane de l'épine dendritique en face. Ces récepteurs s'ouvrent. Des ions traversent la membrane post-synaptique. Un signal a été transmis. C'est ça, penser. C'est ça, ressentir. C'est ça,
entendre une voix et comprendre des mots. En ce moment même, pendant que tu écoutes, des milliards d'événements comme celui que tu viens de voir se produisent dans ton cerveau. Des milliards de synapses qui s'activent en motifs coordonnés d'une complexité absolument inimaginable, créant le son de cette voix, les images du voyage, la sensation du repos, la douce pression du sommeil qui approche. La machine te rapetisse encore pour la dernière grande étape du voyage. Tu veux voir l'intérieur d'une cellule. Tu t'approches du corps cellulaire d'un neurone et tu passes à travers sa membrane plasmique. La membrane est une bicouche lipidique, 2 couches de molécules grasses organisées comme des sardines en boîte, leur tête hydrophile tournée vers l'extérieur à queue, leur queue hydrophobe repliée vers l'intérieur. Cette membrane est parsemée de protéines, des canaux ioniques, des récepteurs, des transporteurs, qui traversent la bicouche et contrôlent ce qui entre et sort. Traverser cette membrane, c'est entrer dans un autre univers. L'intérieur d'une cellule n'est pas vide. C'est encombré, dense, animé d'une façon que rien dans le monde macroscopique ne prépare à voir. Le cytoplasme est un gel traversé de filaments, le cytosquelette, 3 types de filaments de diamètre différents qui donnent à la cellule sa forme, organisent son intérieur et servent de rail pour le transport intracellulaire. Des moteurs moléculaires, des protéines qui marchent littéralement sur ces filaments, transportent des cargaisons d'un bout à l'autre de la cellule. La kinésine marche vers l'extrémité positive des microtubules. La dynéine vers l'extrémité négative. Ces protéines marchent au sens strict, elles ont des pieds moléculaires qui font des pas, consommant de molécules d'ATP à chaque pas. Regarde une kinésine de près. Elle a 2 domaines en forme de tête, les domaines moteurs, reliés par une longue tige flexible à une queue qui se lie à la cargaison. Les 2 têtes se fixent alternativement aux microtubules. L'une se détache, pivote vers l'avant, se rattache. Puis l'autre. Un pas. Puis un autre. À une vitesse de plusieurs centaines de nanomètres par seconde. Une protéine marche. Elle marche, elle transporte, elle dépose sa cargaison à destination. Elle ne voit pas où elle va. Elle n'a pas de cerveau, pas de conscience, pas d'intention. Elle est guidée uniquement par des forces biochimiques, des affinités, des gradients de concentration, des conformations moléculaires. Et pourtant, le résultat est d'une précision remarquable. Les bonnes cargaisons arrivent aux bons endroits au bon moment, des dizaines de milliers de fois par seconde dans chaque cellule. La vie est de la chimie qui se ressemble à de la volonté. Dans le cytoplasme, le réticulum endoplasmique est un réseau de membranes repliées en citernes et en tubules, une usine de fabrication et de transport de protéines. Le complexe de Golgi est le centre de tri et d'expédition. Il reçoit les protéines du réticulum, les modifie, les emballe dans des vésicules et les envoie à leur destination. Et partout autour de toi, les mitochondries. Des dizaines, des centaines. Ovales, avec une double membrane dont la membrane interne est très repliée en crête, pour augmenter la surface disponible. Chaque mitochondrie est une usine à énergie. Elle reçoit des molécules de pyruvate issues du glucose, les décompose dans le cycle de Krebs, et utilise l'énergie libérée pour faire tourner l'ATP synthase, une turbine moléculaire extraordinaire enchâssée dans la membrane interne. Cette turbine tourne à des centaines de rotations par seconde. Elle est entraînée par le flux d'ion hydrogène qui traverse la membrane, comme une turbine hydraulique entraînée par l'eau. Et à chaque rotation, elle assemble une molécule d'ATP, adénosine triphosphate, la monnaie énergétique de toute vie cellulaire. Dans chaque cellule de ton corps, des millions d'ATP synthase tournent en ce moment. En continu. Sans s'arrêter. Et au centre de la cellule, dans l'obscurité relative du noyau, enveloppée dans une double membrane percée de pores en forme d'anneau, se trouve la bibliothèque de tout ce que tu es. L'ADN. Dans ce neurone, 2 mètres d'ADN sont soigneusement pliés et repliés autour de protéines en bobines, les histones, jusqu'à tenir dans un espace de quelques micromètres. Pliés en chromatine, en fibres de chromatine, en boucles de 100 kilobases, en domaines topologiques, en chromosomes lors de la division. À travers les pores nucléaires, des structures protéiques en anneaux qui filtrent ce qui entre et sort, des molécules d'ARN messagers sortent en permanence. Elles ont été lues sur l'ADN par des machines moléculaires, les ARN polymérases,
qui se promène le long du double brin et synthétise un ARN complémentaire. Cet ARN sort dans le cytoplasme. Et là, des ribosomes, de petites machines en 2 sous-unités, lisent son code et assemblent une protéine acide aminé par acide aminé. Un acide aminé par codon, un codon toutes les quelques millisecondes. La vie est de l'information qui se lie elle-même, et se bâtit elle-même, et se répare elle-même. La réparation de l'ADN mérite qu'on s'y arrête un moment. L'ADN est constamment endommagé. La chaleur ordinaire de ton corps casse des liaisons chimiques dans les bases. Des radicaux libres, des molécules très réactives produites comme sous-produits du métabolisme, attaquent les bases. Les rayons UV du soleil créent des liaisons anormales entre thymines adjacentes. Les erreurs de copie lors de la division cellulaire introduisent des mutations. On estime que l'ADN de chaque cellule subit plusieurs milliers d'événements dommageables par jour. Plusieurs milliers. Par jour. Dans chaque cellule. Et pourtant, la plupart de ces dommages sont réparés avant de causer des problèmes. Des protéines spécialisées, des enzymes de réparation, patrouillent le génome en permanence. Elles détectent les anomalies, les excisent, les remplacent. Elles travaillent sans arrêt, ces gardiens silencieux du code. En ce moment, dans chaque cellule de ton corps, des enzymes de réparation de l'ADN travaillent. In silence. Dans le noir. Pour toi. Il est temps de remonter. La machine commence à inverser le processus. Tu sors du noyau. Tu traverses à nouveau le cytoplasme encombré et vivant. Tu passes à travers la membrane plasmique du neurone. Tu retrouves le tissu cérébral, les astrocytes, les axones myélinisés, les capillaires. La machine te grossit progressivement. Tu reprends la taille d'un globule rouge. Tu te glisses dans un capillaire. Tu te laisses emporter par le courant veineux, loin du cerveau, vers le bas, vers le cœur. En passant, tu traverses brièvement le foie. Le foie est une ville toujours active. Ces cellules, les hépatocytes, sont des généralistes extraordinaires qui accomplissent plus de 500 fonctions différentes. Elles fabriquent la bile, un liquide complexe stocké dans la vésicule biliaire et libéré dans l'intestin grêle pour émulsifier les graisses alimentaires, les rendant accessibles aux enzymes digestives. Elles stockent le glycogène, un polymère de glucose compacté, et le libèrent dans le sang quand la glycémie baisse, maintenant le carburant à disposition des cellules. Elles fabriquent la plupart des protéines du plasma sanguin, albumine, fibrinogène, facteurs de coagulation. Et elles désintoxiquent. Tout ce qui est absorbé par l'intestin arrive d'abord au foie par la veine porte. Les médicaments que tu as pris, les molécules ingérées avec la nourriture, l'alcool si tu en as consommé, tout passe par le foie. Les hépatocytes prennent ces substances, les font passer par une série de réactions enzymatiques, d'abord une oxydation, souvent par les enzymes du cytochrome P450, pour les modifier chimiquement. L'objectif est de les rendre plus hydrosolubles, plus facilement filtrables par les reins et excrétables dans l'urine. Le foie est ton laboratoire de chimie interne. Il travaille en ce moment, pendant que tu t'endors. La nuit est en fait une période de travail intense pour lui, le jeûne nocturne déclenche la glycogénolyse, la libération progressive du glucose stocké pour maintenir la glycémie tout au long de la nuit. Et dans un détour par les reins, que tu aperçois depuis l'intérieur des artères rénales, brillants et rouges de leur richesse en sang, chacun recevant environ 25% du débit cardiaque, tu vois l'unité de filtration, le néphron. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons. Chaque néphron commence par un glomérule, une pelote de capillaires enchâssée dans la capsule de Bowman, où la pression sanguine force le plasma à travers une membrane filtrante. Le filtrat ainsi obtenu contient de l'eau, des glucoses, des ions, des déchets, pratiquement tout sauf les cellules et les grosses protéines. Ce filtrat descend ensuite le long du tubule du néphron, où ce qui doit être récupéré est réabsorbé, le glucose, la plupart des ions, l'eau en grande partie. Ce qui reste, les déchets concentrés, deviendra l'urine. Tes reins filtrent la totalité de ton sang environ 20 fois par heure. 20 fois par heure, en permanence. Ce soir pendant que tu dors, il continue. Tout travaille. Le courant te ramène vers le cœur. Veine cave, oreillette droite.
Et la boucle est bouclée. La machine t'agrandit maintenant progressivement. Tu reprends la taille d'un grain de pollen. Les fibres de collagène du derme s'éloignent. Les kératinocytes de l'épiderme, vus de dessous, sont comme des dalles qui s'écartent. Tu passes à travers la couche cornée, entre les cellules mortes aplaties, et tu émerges à la surface. La pao. Les grains de poussière, qui étaient des rochers, redeviennent des grains de poussière. Le pore que tu avais longuement observé n'est plus qu'un point imperceptible. Tu continues à grossir. Les objets familiers reprennent leurs proportions. Les chaises, la table. Le laboratoire silencieux et bleu. Les LED de la machine qui s'éteignent une à une. Et tu retrouves ta taille normale. La machine ascendient. L'écran affiche un chiffre, un retour à l'échelle 1, et s'obscurcit. Tu es de retour. Allonge-toi un moment. Laisse ce que tu viens de voir reposer doucement dans ton esprit. Fais un tour de ton corps, lentement. Tes pieds, là, quelque part dans la chaleur du lit. Dans les capillaires de tes pieds, en ce moment, des globules rouges naviguent. Ils ont fait le voyage depuis ton cœur, dans l'aorte, dans les artères iliaques, dans les artères fémorales, dans les artères tibiales, jusqu'aux capillaires les plus fins des orteils. Ils cèdent leur oxygène aux cellules du muscle et de la peau, ramassent le dioxyde de carbone, et remontent. Tes jambes, tes cuisses, ton ventre, qui monte et descend avec ta respiration. Dans ton ventre, l'intestin grêle continue en ce moment son travail de digestion. Même si le repas est maintenant loin derrière, les dernières molécules transitent encore, les entérocytes absorbent les derniers nutriments. Tes bras, posés là, lourds. Dans les muscles de tes bras, les mitochondries des cellules musculaires travaillent à un rythme réduit. Les muscles sont au repos, leur consommation d'oxygène est faible. Les capillaires musculaires transportent moins de sang qu'en plein effort. Au repos, une grande partie d'entre eux sont fermés pour économiser les ressources. Ton cœur, quelque part au centre de ta poitrine. Tu peux peut-être le sentir battre si tu prêtes attention. Un battement. Un autre. Un autre. Regular. Patient. Depuis le 22e jour de ta vie embryonnaire, ce rythme ne s'est jamais interrompu. Ta tête, lourde sur ce qui la porte. Dans ton crâne, le cerveau est en train de commencer son travail de nuit, les ondes changeant lentement, la conscience se retirant, laissant la place aux processus qui ne peuvent se faire que dans le sommeil. Tu ne l'as jamais quitté, en fait. Tu étais là tout le long. Ce sang qui t'a porté dans tout ton voyage, il coule en ce moment dans tes veines et tes artères, sans interruption, depuis toujours. Ces capillaires dans lesquels tu t'es glissé, ces alvéoles qui échangent l'oxygène, ce cœur dont tu as entendu le battement de l'intérieur, tout ça fonctionne en ce moment pendant que tu écoutes, pendant que tu respires, pendant que tu t'endors. La synapse que tu as vue s'activer dans ce neurone, des milliards de synapses comme celle-là créent en ce moment les sons de cette voix dans ton cerveau. Elles construisent les images que tu viens d'imaginer. Elles maintiennent ta conscience éveillée, et bientôt elles vont changer de mode, et tu vas glisser dans le sommeil profond. Les hépatocytes de ton foie travaillent. Tes néphrons filtrent. Tes poumons échangent. Tes mitochondries tournent. Tes ATP synthase brassent l'énergie. Tes ribosomes assemblent des protéines. Ton ADN est lu, est vérifié, est réparé. Tout ça dans le noir, dans le silence, sans que tu aies y pensé. Sans que tu aies jamais eu à demander. Ce corps est une civilisation entière qui vit à l'intérieur de toi, en permanence, avec une précision et une coordination que nos technologies les plus avancées ne peuvent pas reproduire. Des milliards de cellules qui travaillent ensemble, qui communiquent, qui se régulent mutuellement, qui maintiennent l'équilibre dans lequel ta vie est possible. Et ce soir, cette civilisation va entrer en mode nuit. Ton cerveau va ralentir ses activités conscientes. Les ondes cérébrales vont changer de fréquence, des ondes rapides de l'éveil vers les ondes lentes du sommeil profond. Tes muscles vont se relâcher complètement. Ta température corporelle va légèrement diminuer. Ton rythme cardiaque va ralentir. Ta respiration va s'approfondir et s'espacer. Et dans ce calme, le travail de nuit commence. La consolidation des souvenirs. Le nettoyage du cerveau. La réparation des cellules.
La croissance et la régénération des tissus. Tout ce qui ne peut pas se faire dans l'agitation de la journée se fait ici. Santa Respiration. Elle entre, et dans tes alvéoles, l'oxygène traverse en ce moment la fine membrane et entre dans ton sang. Un globule rouge quelque part dans tes capillaires pulmonaires est en train de virer du bordeaux sombre au rouge vif. Elle sort, et le dioxyde de carbone de tes mitochondries, dans chaque cellule de ton corps, remonte dans tes alvéoles et sera expiré. Ce simple mouvement, une inspiration, une expiration, met en jeu des milliards de molécules, des millions de cellules, des échanges chimiques d'une précision extraordinaire. Ton diaphragme, le muscle qui partage ta cavité thoracique de ta cavité abdominale, se contracte et s'abaisse, agrandissant l'espace dans ta poitrine, aspirant l'air. Il se relâche, et ta cage thoracique revient à sa position naturelle, expulsant l'air. Ce mouvement, ton diaphragme le fait 12 à 20 fois par minute éveillé, et peut-être 8 ou 10 fois par minute en sommeil profond. Sans jamais se plaindre. Sans jamais demander un repos. Et tu n'as pas à y penser. Ton corps sait. Il a appris à faire ça il y a 3,8 milliards d'années, dans les premières cellules vivantes de l'océan primitif, et il n'a pas oublié depuis. Laisse-le faire. Laisse ton cerveau commencer à dériver. Laisse les images du voyage s'estomper doucement, les capillaires, les globules rouges, les neurones, les mitochondries, tout ça reste là, tout ça continue, mais tu n'as plus à le regarder. Tu peux fermer les yeux un peu plus. Tu peux laisser ta mâchoire se détendre. Tes épaules. Tes mains. Tout ce que tu as vu ce soir vit en toi. Il vivait en toi avant que tu l'aies vu, et il continuera après que tu l'auras oublié. Les millions d'alvéoles, les milliards de synapses, les trillions d'ATP synthase qui tournent, tout ça est toi, maintenant, dans l'obscurité de ce corps qui s'endort. Tu es un univers. Et cet univers se repose. Bonne nuit.